Avant de prendre du repos, j'avais préparé ces quelques notes pour le rapport que je dois présenter. Ce que j'ai découvert est si singulier et si contraire à toutes les expériences passées que cela mérite une description détaillée. J'atterris sur l'aéroport principal de Vénus le 18 mars, temps terrestre le 9-6, selon le calendrier de la planète. Je faisais partie de l'équipe de Miller. Je reçus mon équipement et une montre adaptée à la rotation légèrement plus rapide de Vénus et me prêtait à l'entraînement habituel du masque. Au bout de 2 jours, je fus déclaré apte à ma mission, quittant le poste de la Crystal Company à Terra Nova à l'aube du 12-6. Je suivis la route du sud que Anderson avait tracée sur la carte. Elle était mauvaise, car ces jungles sont toujours à moitié impraticables après la pluie. C'est probablement l'humidité qui donne aux lianes grimpantes cette consistance de cuir. Il faut parfois les travailler à la machette pendant 10 minutes avant de pouvoir se frayer un passage. Vers midi, il faisait plus sec. La végétation devint plus souple et caoutchouteuse, et la machette travaillait plus facilement. Mais même alors, je ne pouvais avancer très vite. Ces masques à oxygène Carter sont trop lourds, et le simple fait d'en porter un épuise rapidement un homme normalement robuste. Un masque du bois, avec un réservoir d'éponge au lieu de tube, donnerait un air aussi bon en pesant 2 fois moins. Le détecteur de cristal semblait fonctionner parfaitement, indiquant régulièrement une direction qui concordait avec le relevé d'Anderson. Il est curieux de voir comment le principe d'affinité fonctionne sans le trucage des vieilles baguettes de divination que l'on emploie sur Terre. Il doit y avoir un grand filon de cristal à moins de 1000 kilomètres, mais je suppose que ces maudits hommes lézards le surveillent toujours. Ils pensent probablement que nous sommes ridicules de venir chercher ce minéral sur Vénus, de même que nous le trouvons stupide de patauger dans la boue quand ils en voient un morceau, ou quand ils le gardent sur un piédestal dans leur temple. Si seulement ils pouvaient changer de religion. Ils n'utilisent jamais leur cristal, si ce n'est pour prier. Toute théologie mise à part, ils pourraient nous laisser prendre tout ce que nous voudrions, et même s'ils apprenaient à les traiter pour obtenir de l'énergie, il y en aurait plus qu'assez pour leur planète et la Terre réunie. Pour ma part, j'en ai assez de passer à côté des filons et de rechercher des cristaux séparés dans les lits des rivières de la jungle. Parfois, je souhaiterais qu'on balaie tous ces mendiants couverts d'écailles avec une bonne armée venue de chez nous. Une vingtaine de vaisseaux mènerait suffisamment de troupes pour faire l'affaire. On ne peut pas appeler ces espèces de choses des hommes, malgré toute leur cité et leur tour. Ils ne savent rien faire d'autre que construire. Ils utilisent des épées et des flèches empoisonnées, et je ne crois pas que leur prétendue cité ait plus d'importance que des fourmilières ou des barrages de castors. Je me demande même s'ils ont un vrai langage, et tout ce qu'on raconte au sujet de leur communication psychologique, au moyen de tentacules qu'ils ont sur la poitrine, me fait l'effet d'être une plaisanterie. Ce qui trompe tout le monde, c'est qu'ils se tiennent debout. Mais ce n'est là qu'une ressemblance physique accidentelle avec l'homme terrestre. J'aimerais bien aller dans la jungle de Vénus sans avoir à faire attention à leurs petits groupes ou esquiver leurs flèches empoisonnées. Ils étaient peut-être corrects avant qu'on commence à leur prendre leurs cristaux, mais maintenant, ils sont devenus une véritable plaie. Ils nous décochent des flèches, ils coupent nos conduites d'eau. Je suis de plus en plus persuadé qu'ils ont un sens spécial, comme notre détecteur de cristal. Personne ne les a jamais vus s'attaquer à un homme qui ne porte pas de cristaux sur lui. Vers 1 heure de l'après-midi, une flèche faillit faire tomber mon casque, et je crus un instant que l'un de mes tubes à oxygène avait été percé. Les rusés diables n'avaient fait aucun bruit, et cependant 3 d'entre eux m'entouraient. Je les eus tous, en tirant en cercle avec mon pistolet à flamme, car malgré leur couleur, qui se confond avec la jungle, j'ai réussi à les localiser. L'un d'entre eux faisait 2,40 m de haut, et il avait un mufle de tapir. Les 2 autres
ne mesuraient que 2,10 m. Ce qui les rend si forts, c'est leur nombre, car un simple régiment de lanceurs de flammes en viendrait rapidement à bout. C'est pourtant curieux qu'ils soient parvenus à établir leur domination sur la planète. Aucune autre créature vivante plus haute que les Hawkmen et les Scoras rampants ou les Tucas volants de l'autre continent n'existe. Au moins bien sûr que les cavités du plateau dionéen ne recèlent quelques peuplades inconnues. Vers 2 heures, mon détecteur vira vers l'ouest, indiquant des cristaux isolés sur ma droite. Cela concordait avec la théorie d'Anderson, et je déviai donc ma route. Le chemin était plus difficile, non seulement parce que le sol s'élevait, mais aussi parce que la vie animale s'intensifiait et que les plantes carnivores se faisaient plus nombreuses. Je continuai à taillader des hugras, piétiner des scoras, et ma combinaison de cuir était couverte de taches d'aros qui venaient s'écraser sur elle. Le soleil ne séchait pas la boue. À chaque pas, mes pieds s'enfonçaient de 12 à 15 centimètres, et quand je les retirais, on entendait un bruit de succion. J'aimerais que quelqu'un invente, pour ce climat, une combinaison en une matière autre que le cuir. Une étoffe pourrirait, évidemment, mais un tissu métallique, fin, indéchirable, comme ce rouleau utilisé pour les documents et qui les met à l'abri de la décomposition. Cela devrait pouvoir se faire. Je mangeai vers 3h30, si toutefois on peut appeler manger le fait de glisser des tablettes de nourriture sous son masque. Peu après, je remarquai un net changement dans le paysage. Les fleurs éclatantes à l'allure vénéneuse devenaient spectrales. Tous les contours se mirent à osciller rythmiquement et des points de lumière brillante apparurent et dansèrent sur le même tempo, après quoi la température sembla fluctuer dans un martèlement au rythme particulier. L'univers tout entier semblait battre d'une pulsation profonde et régulière qui emplissait l'espace. Je perdis le sens de l'équilibre et, pris de vertige, je me mis à tituber. Je fermai les yeux et couvris mes oreilles de mes mains. Mais cela n'améliora pas la situation. Cependant, mon esprit était encore lucide et, en quelques minutes, je me rendis compte de ce qui s'était passé. J'avais rencontré l'une de ces curieuses plantes à mirage dont tant d'entre nous ont parlé. Anderson m'avait prévenu et me les avait décrites très précisément. La tige touffue, les feuilles pointues et les fleurs marbrées dont les exhalaisons gazeuses, génératrices de rêves, arrivent à pénétrer toutes les sortes de masques. En me rappelant ce qui était arrivé à Cayley 3 mois auparavant, je fus pris de panique et me mis à courir dans le monde dément et chaotique que les manifestations de la plante avaient tissé autour de moi. Puis je repris mes esprits et compris que tout ce que je devais faire était de m'éloigner de la source des pulsations en me frayant aveuglément un passage sans tenir compte de ce qui semblerait tourbillonner autour de moi, jusqu'à ce que je fusse en sécurité hors du rayon d'action de la plante. Bien que tout tournât dangereusement, je tentai de me placer dans la bonne direction. Mon itinéraire était loin d'être rectiligne. Peu à peu, les lueurs mouvantes disparurent et le paysage spectral et ondulant commença à reprendre un aspect solide. Quand je fus à nouveau en sécurité, je regardai ma montre et fus étonné de constater qu'il n'était que 4h20. Toute l'épreuve n'avait duré qu'un peu plus d'une demi-heure, mais elle m'avait semblé une éternité. Chaque instant de retard, cependant, était fâcheux. J'avais perdu du terrain en m'éloignant de la plante. Je m'élançai maintenant en direction du sommet de la colline indiquée par le détecteur de cristal, rassemblant toute mon énergie pour réaliser un meilleur temps. La jungle était encore épaisse, mais il y avait moins de vie animale. Une fois, une fleur carnivore se referma sur mon pied droit et le retint si solidement que je dus la détruire en morceaux à l'aide de ma machette.
En moins d'une heure, la jungle se raréfia, et à 5 heures, après avoir traversé une ceinture de buissons de fougères, j'émergeai sur un large plateau couvert de mousse. Ma progression se fit plus rapide, et je vis, à l'oscillation de l'aiguille de mon détecteur, que j'approchais de mon but. Le terrain s'élevait et se terminait sur une crête. J'atteignis le sommet à 5h30. J'aperçus alors devant moi une grande plaine avec au loin des forêts. C'était sans aucun doute le plateau découvert par Matsugawa il y a 50 ans et qui, sur nos cartes, porte le nom d'Erix ou de haute terre éricinienne. Mais ce qui fit bondir mon cœur, ce fut un petit détail qui ne devait pas être loin du centre géométrique de la plaine. C'était un point de lumière isolé, brillant à travers le brouillard, d'une luminosité perçante, et qui se détachait au milieu des vapeurs jaunâtres du soleil. C'était sans aucun doute le cristal que je recherchais. Un objet de la taille d'un œuf de poule, mais contenant assez d'énergie pour chauffer une cité un an durant. Je ne m'étonnais pas, en regardant cette lueur lointaine, que ces misérables hommes lézards eussent le culte de ces cristaux. Et pourtant, ils n'ont pas la moindre notion de la puissance qu'ils contiennent. Me mettant à courir, j'essayai d'atteindre aussi vite que possible ce butin inattendu, et je fus agacé quand la mousse ferme laissa place à une boue parsemée d'herbes et de racines. Mais j'avançai en m'éclaboussant, songeant à peine à regarder s'il n'y avait pas d'hommes lézards furtifs aux alentours. Mais tandis que j'avançais, la lumière semblait s'intensifier et je commençai à y remarquer une particularité. Manifestement, il s'agissait d'un cristal de la plus belle espèce, et ma joie augmentait à chaque pas. C'est maintenant que je dois faire très attention en décrivant mon rapport, car ce que je vais dire dorénavant concerne des événements sans précédent, quoique heureusement vérifiables. Je courais avec une impatience grandissante, et j'étais à une centaine de mètres du cristal, dont la position, sur une sorte de monticule, dans cette boue omniprésente, semblait très étrange, lorsqu'un choc soudain frappa ma poitrine, et mes poings fermés, me renversant dans la boue. Dans ma chute, je fis un bruit terrible, et ni la mollesse du sol, ni la présence d'herbes et de racines fangueuses ne préservèrent ma tête d'un heurt d'une violence inouïe. Pendant un moment, je restai immobile, trop surpris pour réfléchir. Puis je me remis mécaniquement sur mes pieds et commençai à nettoyer ma combinaison de cuir. Je n'avais pas la moindre idée de ce sur quoi j'étais tombé. Je n'avais rien vu qui pût provoquer le choc, et je ne voyais rien encore à présent. Peut-être avais-je tout simplement glissé dans la boue, mais mes poings et ma poitrine douloureuse me firent changer d'avis. Peut-être cet incident n'était-il qu'une illusion provoquée par une plante, un mirage caché? Cela semblait peu probable, puisque je n'avais noté aucun des symptômes et qu'il n'y avait pas trace de cette végétation en cet endroit. Si j'avais été sur la terre, j'aurais soupçonné une barrière de force, N, installée par un gouvernement pour barrer une zone interdite. Mais dans cette région sans hommes, une telle idée se révélait absurde. Rassemblant finalement mes esprits, je décidai de mener mon enquête. Tenant ma machette à bout de bras pour qu'elle fût la première à rencontrer cette force étrange, je me dirigeai à nouveau vers le cristal brillant, en faisant très attention. Au troisième pas, je fus arrêté par l'impact de la lame sur une surface solide. Une surface invisible à mes yeux. Après un moment d'hésitation, je repris courage. Étendant mon bras gauche, je vérifiai la présence d'une matière solide, invisible, ou l'illusion tactile d'une matière solide devant moi. En déplaçant ma main, je me rendis compte que la barrière s'étendait, qu'elle était lisse, comme du verre, sans trace de séparation entre les blocs. Reprenant du nerf pour continuer mon exploration, je retirai mon gant et touchai la chose de ma main nue.
C'était en effet dur comme du verre, et la froideur de l'objet contrastait curieusement avec l'atmosphère ambiante. Je tendis mon regard au maximum pour essayer d'apercevoir une trace de cette substance qui me faisait obstacle. Je ne pus rien discerner. Il n'y avait pas même trace de réfraction à en juger par l'aspect du paysage qui se trouvait devant moi. Et l'absence de réfraction m'était prouvée par l'absence de l'image du soleil. Une ardente curiosité remplaça tous mes autres sentiments, et j'élargis mes recherches autant que je le pus. Explorant avec mes mains, je découvris que la barrière s'élevait du sol à un niveau hors de ma portée, et qu'elle s'étendait indéfiniment des deux côtés. C'était donc bel et bien un mur. De nouveau, je pensai à la plante à mirage et aux rêves qu'elle provoque. Mais un instant de réflexion chassa cette idée de ma tête. Frappant avec force sur la barrière, avec la poignée de ma machette, et lançant des coups avec mes bottes, j'essayai d'interpréter les sons que j'entendais. Ils faisaient penser à ceux que renvoie le ciment, quoique mes mains eussent touché une surface plutôt vitreuse ou métallique. Certainement, j'étais en face de quelque chose qui dépassait toutes mes expériences passées. Logiquement, je devais essayer d'évaluer les dimensions du mur. Le problème de la hauteur serait difficile, sinon insoluble. Mais la longueur et la forme pouvaient être plus facilement déterminées. Étendant mes bras et me pressant contre la barrière, je commençais à me déplacer vers la gauche, prenant bien soin de garder la même direction. Après plusieurs pas, je pus conclure que le mur n'était pas droit, mais que je suivais une partie des vastes cercles d'une spirale. C'est alors que mon attention fut attirée par quelque chose de différent, en relation avec le cristal encore éloigné, qui avait été le but de ma recherche. J'ai déjà dit que même à une distance plus grande, la position de l'objet brillant semblait curieuse sur son petit monticule. Maintenant, à une centaine de mètres, je pus voir, malgré le brouillard, ce qu'était ce monticule. C'était le corps d'un homme qui portait la combinaison de cuir de la Crystal Company. Il était allongé sur le dos, son masque à oxygène à moitié enfoncé dans la boue, quelques mètres plus loin. Dans sa main droite, convulsivement crispée sur sa poitrine, il y avait le cristal qui m'avait conduit jusque-là. Un sphéroïde d'une taille incroyable, si grand que les doigts morts n'arrivaient pas à en faire le tour. De la distance où j'étais, je pus voir que la mort était récente, la décomposition était peu apparente, et je songeai que, sous ce climat, ce détail signifiait que la mort ne remontait pas à plus d'un jour. Bientôt, les terribles mouches, Farnoth, commenceraient à s'abattre sur le cadavre. Je me demandais qui était cet homme. Ce n'était sûrement pas quelqu'un que j'avais vu pendant ce voyage. Ce devait être l'un des anciens, absent pour une longue mission et venu dans cette région indépendamment de l'équipe d'Anderson. Il gisait là, et les rayons du grand cristal émanaient d'entre ses doigts raidis. Pendant 5 bonnes minutes, je demeurai cloué par la surprise et l'appréhension. Une crainte m'assaillit, et une envie déraisonnable de m'enfuir s'empara de moi. Ce ne pouvait pas être l'œuvre de ces hommes lézards furtifs, car ils tenaient encore le cristal qu'il avait trouvé. Y avait-il une relation avec le mur invisible? Où avait-il trouvé le cristal? L'instrument d'Anderson l'avait indiqué à cet endroit, bien avant la mort de l'homme. Je me mis à considérer la barrière invisible comme quelque chose de funeste, et je m'éloignai d'elle en frissonnant. Pourtant, je savais que je devais percer ce mystère, d'autant plus vite que la tragédie était récente. Soudain, faisant un effort pour ramener mon esprit au problème que j'avais à affronter, je conçus un moyen pour mesurer la hauteur du mur, ou du moins découvrir s'il s'élevait indéfiniment ou non. Saisissant une poignée de boue, je laissai l'eau en sortir jusqu'à ce qu'elle prît quelque consistance.
À une hauteur d'environ 4 mètres, elle s'écrasa contre la surface invisible, se désintégrant immédiatement et dégoulinant en petits ruisseaux avec une rapidité surprenante. Apparemment, le mur était très élevé. Une deuxième poignée, lancée plus haut, frappa la surface à environ 5 mètres et demi du sol et disparut aussi rapidement que la première. Je rassemblai toutes mes forces et me préparai à lancer une troisième poignée aussi haut que je le pourrais, laissant l'eau s'échapper de la boue et pressant pour qu'elle atteignît son maximum de consistance. Je l'envoyai si haut que j'eus peur qu'elle ne rencontrât pas la surface. Mais cette fois-ci, elle passa par-dessus la barrière et tomba de l'autre côté en faisant des éclaboussures. Enfin, j'avais une vague idée de la hauteur du mur, qui devait faire à peu près 6 mètres, avec une cloison verticale aussi lisse que du verre, d'une hauteur de 6 mètres. L'ascension devenait évidemment impossible. Je devais donc continuer à faire le tour de la barrière dans l'espoir de trouver une porte, une extrémité ou une interruption quelconque. L'obstacle formait-il un cercle complet ou une autre figure fermée? Ou était-ce simplement un arc ou un demi-cercle? Je repris mon lent mouvement circulaire vers la gauche, palpant de mes mains la surface invisible dans l'espoir de trouver une fenêtre ou une petite ouverture. Avant de commencer, j'essayai de repérer ma position en faisant un trou dans la boue, mais celle-ci était trop peu épaisse pour conserver une trace. J'évaluai cependant approximativement l'endroit en remarquant un cycade élevé dans la forêt, qui semblait juste dans l'axe du cristal étincelant à une centaine de mètres de là. S'il n'y avait pas de porte ou d'entrée, je pourrais savoir quand j'aurais fait le tour complet du mur. Je n'avais pas beaucoup progressé quand je décidai que l'incurvation représentait un enclos circulaire d'un diamètre d'une centaine de mètres. Si le contour était régulier, cela signifierait que le mort était étendu près du mur, à un point situé juste à l'intérieur ou juste à l'extérieur de la barrière. J'allais bientôt m'en assurer. Comme je contournais lentement l'obstacle, sans trouver de porte ou de fenêtre ou d'autre entrée, je décidai que le corps était à l'intérieur. En m'approchant, les traits du mort me semblèrent vaguement troublants. Je trouvai quelque chose d'alarmant dans son expression et dans le regard de ses yeux vitreux. Quand je fus tout près, je l'identifiai comme étant Dwight, un vétéran que je n'avais jamais connu personnellement, mais qu'on m'avait désigné au poste l'année précédente. Le cristal qu'il étreignait était certainement une belle prise, le plus grand spécimen que j'eusse jamais vu. J'étais si près du corps que j'aurais pu le toucher s'il n'y avait pas eu la barrière. Quand ma main gauche, qui continuait son exploration, rencontra un angle à la surface invisible. En une seconde, je pris conscience qu'il y avait une ouverture d'environ 1 mètre de large qui s'élevait du sol jusqu'à une hauteur hors de ma portée. Il n'y avait pas de porte. Sans hésiter, j'entrai et avançai vers le corps, qui gisait à angle droit du passage que j'avais franchi et qui semblait être un couloir sans porte. Je fus surpris de découvrir que l'intérieur de ce vaste enclos comportait des séparations. En me penchant pour examiner ce cadavre, je découvris qu'il n'avait pas de blessure. Cela me surprit à peine, puisque la présence du cristal démentait le voisinage des indigènes pseudo-reptiles. Cherchant une cause possible de la mort, mes yeux se posèrent sur le masque d'oxygène qui gisait près des pieds du cadavre. C'était vraiment significatif. Sans cet objet, aucun être humain ne pouvait respirer l'air de Vénus plus de 30 secondes. Et Dwight, si c'était lui, avait apparemment perdu le sien. Il l'avait probablement bouclé avec négligence, de telle sorte que le poids des tubes avait détaché les brides, chose qui ne se produirait pas avec un masque du bois, dont le réservoir est en éponge. La demi-minute
de sursis avait été trop courte pour permettre à l'homme de se baisser et de récupérer sa protection, ou bien la teneur en cyanogène de l'atmosphère avait été anormalement élevée à ce moment-là. Probablement était-il absorbé dans la contemplation du cristal. Apparemment, il l'avait juste sorti de la poche de sa combinaison, car celle-ci était déboutonnée. J'entrepris d'extraire l'énorme cristal des doigts du prospecteur mort. Le sphéroïde était plus grand qu'un point humain et brillait comme s'il eût été vivant dans les rayons rougeoyants du soleil de l'ouest. En touchant la surface phosphorescente, je frissonnai involontairement, comme si, en m'emparant de ce précieux objet, j'eusse reporté sur moi la malédiction qui avait frappé cet homme. J'enfouis précautionneusement le cristal dans la poche de ma combinaison de cuir. Je n'avais jamais été sujet à la superstition. Plaçant le casque de l'homme mort sur son visage, je me dressai et reculai dans le passage invisible jusqu'à l'entrée de la grande enceinte. Je ne pouvais pas croire un seul instant que des humains eussent pu construire cet édifice. Il n'y a que 72 ans que nos vaisseaux ont atteint Vénus, et les seuls êtres humains sur la planète sont ceux de la Terra Nova. La science humaine ne connaît aucune substance solide aussi parfaitement transparente et non réfléchissante. On peut exclure les invasions humaines préhistoriques sur Vénus, si bien qu'il ne reste que la solution d'une construction indigène. Une race oubliée d'être évoluée aurait-elle précédé les hommes lézards en tant que maîtres de Vénus? Malgré leur cité élaborée, il semblait difficile de créditer les pseudo-reptiles d'une entreprise de cette sorte. Il devait y avoir eu une autre race, des siècles auparavant, dont c'était là peut-être le dernier vestige. D'autres ruines d'une origine analogue seront-elles découvertes avec des expéditions futures? Le but d'une telle construction dépasse les conjonctures, mais son matériau étrange est apparemment peu pratique, suggère un usage religieux. Me rendant compte de mon incapacité à résoudre ce problème, je décidai que tout ce que je pouvais faire était d'explorer la structure invisible. J'étais convaincu qu'il y avait différentes salles et couloirs qui s'étendaient sur la plaine couverte de boue apparemment ininterrompue. Et je pensais qu'une connaissance du plan selon lequel ils étaient disposés me fournirait des indications utiles. C'est pourquoi, reprenant le passage et passant à côté du corps, je commençai à m'avancer le long du couloir vers l'intérieur, d'où le mort était probablement arrivé. Je remis à plus tard une enquête sur les lieux mêmes. Tâtonnant comme un aveugle malgré la clarté du soleil, j'avançai lentement. Bientôt, le couloir s'incurva brusquement et commença à former une spirale vers le centre. De temps en temps, ma main découvrait un passage latéral sans porte. Et plusieurs fois, je rencontrais des carrefours de 3 ou 4 avenues divergentes. Dans ces cas-là, je suivais toujours la route intérieure qui semblait être continue. J'aurais tout le temps d'examiner les voies transversales après avoir atteint le centre. Enfin, je sentis que le couloir se terminait dans un vaste espace à découvert. En tâtonnant autour de moi, je découvris que j'étais dans une pièce circulaire d'environ 3 mètres de diamètre, et d'après la position du cadavre par rapport à certains points que j'avais repérés dans la forêt, j'estimais que cette pièce se trouvait approximativement au centre de l'édifice. 5 couloirs s'ouvraient en plus de celui par lequel j'étais arrivé. Mais je gardais celui-ci en mémoire, alignant dans mon esprit le corps et un arbre sur l'horizon, tandis que je restais à l'entrée de la chambre. Il n'y avait rien de particulier dans cette pièce, excepté le sol de boue présent partout. Je me demandais si cette partie du bâtiment avait un toit. Je commençai mon expérience en lançant une poignée de boue, et je découvris tout de suite qu'il n'y en avait pas. S'il y en avait eu un, il avait dû tomber depuis longtemps, car aucun débris
n'arrêta mes pas. Tandis que je réfléchissais, je fus frappé par le fait que cette structure, apparemment primaire, était dépourvue de trous, de crevasses ou d'autres marques de ruines. Qu'était-ce? Et qu'avait-ce été? De quoi était-ce fait? Pourquoi n'y avait-il aucune trace de panneaux séparés dans les murs vitreux et étonnamment homogènes? Pourquoi n'y avait-il pas trace de porte intérieure ou extérieure? Je savais seulement que j'étais dans un édifice rond, sans toit, sans porte, fait d'un matériau dur, lisse, parfaitement transparent, non réfléchissant et non réfléchi, d'une centaine de mètres de diamètre, avec beaucoup de couloirs et une petite pièce circulaire au centre. Je ne pourrais rien apprendre d'autre par mes investigations. Je remarquai maintenant que le soleil était très bas à l'ouest, disque d'or rouge flottant dans un lac écarlate et orange au-dessus des arbres couronnés de brume de l'horizon. Il fallait donc que je me dépêche si je voulais trouver un endroit sec pour dormir avant qu'il fît sombre. J'avais décidé longtemps auparavant de camper pour la nuit sur le plateau ferme et couvert de mousse, près de la crête, d'où j'avais aperçu le cristal brillant. Confiant dans ma chance habituelle pour me préserver d'une attaque des hommes lézards. Mon opinion avait toujours été que nous devrions voyager par groupe de 2 ou plus, pour que l'un de nous pût monter la garde la nuit. Mais le nombre des attaques nocturnes était si faible que la compagnie ne s'en est pas préoccupée. Les créatures, couvertes d'écailles, semblent avoir des difficultés pour voir dans les ténèbres, même avec leurs torches. Ayant repris le couloir par lequel j'étais arrivé, je me mis en marche pour ressortir de l'édifice. Une exploration plus poussée pouvait encore attendre un jour. Cherchant mon chemin à tâtons du mieux que je pus, dans le couloir en spirale, avec pour simple repère un vague souvenir des taches d'herbe sur la plaine, je me retrouvai une fois de plus à proximité du cadavre. Il y avait maintenant 1 ou 2 mouches Farnoth qui volaient au-dessus du visage couvert par le masque, et je sus que la décomposition allait commencer. Avec un sentiment de dégoût instinctif, je levai ma main pour chasser cette avant-garde de nécrophages quand une chose surprenante se produisit. Un mur invisible, arrêtant ma main, m'apprit que malgré toute mon attention, je n'étais pas revenu au couloir dans lequel gisait le corps. Au lieu de cela, j'étais dans un couloir parallèle, ayant sans aucun doute pris un mauvais virage. Espérant trouver une porte de sortie devant moi, je continuai à avancer, mais je me heurtai à un mur. Il me faudrait donc retourner à la pièce centrale et reprendre mon chemin. Je ne pouvais situer exactement où j'avais commis l'erreur. Je regardais le sol pour voir si, par miracle, mes traces étaient restées, mais je compris aussitôt que la boue ne conservait pas les empreintes. J'eus peu de difficulté à me retrouver au centre, et une fois là, je réfléchis avec soin sur le chemin correct. J'étais allé trop à droite la première fois. Cette fois-ci, je devrais prendre à gauche, quelque part, mais où? Je le déciderai au dernier moment. En tâtonnant pour la seconde fois, j'étais à peu près sûr que j'étais sur le bon chemin, et j'obliquai à gauche, à une jonction que je fus certain de reconnaître. La spirale continuait, et je fis attention de ne pas me perdre dans un des passages adjacents. Bientôt, à ma déception, je vis que j'avais dépassé le corps. Ce passage conduisait au mur extérieur, à un tout autre point, dans l'espoir qu'une issue existerait dans la moitié de mur que je n'avais pas encore exploré. J'avançai encore, mais je me heurtai pour finir à la barrière solide. De toute évidence, le plan du bâtiment était beaucoup plus complexe que je ne le pensais. Je me demandais maintenant si je devais retourner au centre ou emprunter quelque couloir latéral qui mena vers le corps. Si je choisissais cette dernière solution, je courais le risque
de bouleverser le schéma mental que j'avais de l'endroit où je me trouvais. Par conséquent, il valait mieux que je ne me risque pas, à moins de laisser une trace visible derrière moi. Mais cela posait un problème, et je me torturais l'esprit pour trouver une solution. Je n'avais rien sur moi qui pût laisser une marque quelconque, aucun objet dont il ne fût possible de me séparer, rien à éparpiller. Mon crayon ne laisserait aucune marque sur le mur invisible, et je ne pouvais semer mes précieuses tablettes de nourriture. Même si je l'avais voulu, il n'y en aurait pas eu assez, et de plus, elles se seraient enfoncées instantanément dans la boue. Je fouillai mes poches à la recherche d'un vieux carnet pour en arracher les pages et les éparpiller sur le sol. En vain. Il était tout à fait impossible de déchirer le métal fin et solide du rouleau de documents que la décomposition ne pouvait attaquer. Dans l'atmosphère particulière de Vénus, je ne pouvais pas me séparer de ma combinaison de cuir et je ne portais aucun sous-vêtement à cause du climat. J'essayai de barbouiller de boue les murs lisses et invisibles, mais découvris qu'elles disparaissaient aussi vite que les poignées que j'avais lancées pour mesurer la hauteur. Finalement, je sortis mon couteau et essayai de graver une ligne sur la surface vitreuse et fantôme, quelque chose que je pusse reconnaître avec ma main, même si je ne pouvais pas le voir. Mais ce fut inutile, car la lame ne put laisser la moindre trace sur le matériau inconnu. Découragé, je recherchai de mémoire la pièce centrale. Il me semblait plus facile de revenir à cette pièce que de m'orienter à partir de l'endroit où j'étais. Et j'eus peu de difficulté à la retrouver. Cette fois-ci, je notai sur mon rouleau tous les virages que je prenais, dessinant un diagramme grossier et hypothétique de ma route, notant tous les couloirs adjacents. C'était évidemment un travail d'une lenteur affolante, puisqu'il fallait tout déterminer par le toucher, et que les possibilités d'erreur étaient infinies. Mais je pensais que, au bout du compte, cela serait profitable. Le long crépuscule de Vénus s'épaississait quand j'atteignis la pièce centrale. Mais j'espérais pouvoir gagner la sortie avant la nuit. Comparant mon dessin avec mes souvenirs, je crus avoir repéré mon erreur, et une fois de plus, je me remis en marche, sûr de moi, le long des couloirs invisibles. J'obliquai plus à gauche que lors de mes précédentes tentatives, et j'essayai de noter mes virages sur le rouleau au cas où je me tromperais encore. Dans l'obscurité croissante, je voyais la silhouette du cadavre sur lequel planait un nuage répugnant de mouches farnottes. D'ici peu de temps, les syphiclites émergeraient de la boue pour achever le macabre travail. Approchant du corps avec quelque répugnance, je me préparais à l'enjamber quand une soudaine collision avec le mur m'indiqua que je m'étais de nouveau trompé. Je me rendis compte alors clairement que j'étais perdu. La complexité de ce bâtiment était trop poussée pour une solution improvisée, et il me faudrait probablement procéder à une réflexion plus méthodique avant d'espérer en sortir. Pourtant, j'étais impatient de me retrouver au sec avant la nuit totale. C'est pourquoi je retournai une fois de plus au centre et me mis à faire toute une série d'essais et d'erreurs, prenant des notes à la lueur de ma lampe électrique. Ce faisant, je remarquai avec intérêt qu'elle ne produisait aucun reflet et pas la moindre réverbération sur les murs transparents qui m'entouraient. Je m'y attendais car le soleil ne s'était à aucun moment reflété sur le matériau étrange. J'étais encore en train de tâtonner quand l'obscurité devint totale. Une lourde brume cachait la plupart des étoiles et des planètes, mais la Terre était parfaitement visible, point brillant bleu-vert au sud-est. Ça aurait été une vue magnifique au télescope. Je pouvais même distinguer la Lune quand les vapeurs s'atténuaient un peu. Il était impossible de voir le cadavre, mon seul repère.
Aussi, je revins à la pièce centrale après quelques divagations. Il n'y avait rien à faire jusqu'au jour, et il ne me restait qu'à m'arranger de mon mieux ici. Se coucher dans la boue ne serait pas très agréable, mais c'était faisable dans mon vêtement de cuir. Lors d'autres expéditions, j'avais dormi dans de pires conditions. Mon équipement vaincra ma répugnance. Me voici donc accroupi dans la boue de la pièce centrale et écrivant ces notes sur mon journal de bord à la lueur de ma lampe électrique. Il y a quelque chose de presque cosmique dans cette aventure étrange, perdue dans un bâtiment sans porte, un bâtiment que je ne peux pas voir. J'en sortirai probablement demain matin de bonne heure, et je serai de retour à Terra Nova, avec le cristal en fin d'après-midi. Incontestablement, celui-ci est magnifique, avec un éclat surprenant même à la faible lueur de cette lampe. Malgré ma fatigue, le sommeil est long à venir. C'est pourquoi je suis en train d'écrire. Je dois maintenant m'arrêter. Il y a peu de danger à attendre des maudits indigènes dans cet endroit. Ce que j'aime le moins, c'est le cadavre. Mais heureusement, mon masque à oxygène m'en épargne les pires effets. J'utilise les cubes de chlore très parcimonieusement. Je vais prendre quelques tablettes de nourriture et m'endormir. À plus tard. Plus tard, après-midi du 13-6. Il y a eu plus d'ennuis que je ne pensais. Je suis encore dans le bâtiment et il faut que j'agisse rapidement et intelligemment si je veux être au sec cette nuit. Il m'a fallu longtemps pour m'endormir et je ne me suis pas réveillé avant midi. J'aurais dormi plus longtemps si le soleil n'avait pas été aussi brûlant. Le cadavre était peu agréable à voir, grouillant de syphiclite et recouvert d'une nuée de mouches farnoth. Quelque chose avait fait tomber le masque du visage et il valait mieux ne pas regarder. Enfin, je me secouai et me brossai, pris quelques tablettes de nourriture et mis un nouveau tube de chlore, de potassium, dans l'électrolyseur de mon masque. J'utilise ces cubes très lentement, mais j'aimerais en avoir une plus grande réserve. Je me sentais beaucoup mieux après avoir dormi, et j'espérais sortir du bâtiment très rapidement. En consultant les notes et les dessins que j'avais faits, je fus impressionné par la complexité des couloirs et par la possibilité d'avoir fait une erreur fondamentale. Des 6 ouvertures qui partaient de la pièce centrale, j'en avais choisi une en croyant que c'était celle par laquelle j'étais entré, au jugé. Quand je me tenais juste à l'entrée, le cadavre, à 5 mètres de là, était juste en ligne avec un certain lépidodendron de la forêt. Maintenant, il apparaissait que cette estimation n'était pas d'une précision suffisante, la distance du corps causant une différence de direction relativement légère par rapport à l'horizon quand on l'observe des ouvertures voisines de celle par laquelle j'étais entré. En outre, l'arbre n'était pas si différent des autres sur l'horizon. Après vérification, je découvris, à mon grand regret, que je ne pouvais affirmer avec certitude laquelle des 3 ouvertures était la bonne. Est-ce que j'avais traversé une autre série de virages à chaque fois que j'avais essayé de sortir? Cette fois-ci, j'allais en être sûr. Malgré l'impossibilité de tracer une piste, je pouvais cependant laisser une marque. Si je ne pouvais pas me séparer de ma combinaison, je pouvais par contre, grâce à mon abondante chevelure, abandonner mon casque. Et il était assez grand et assez léger pour rester, d'une manière visible, à la surface de la boue. C'est pourquoi je retirai l'objet grossièrement hémisphérique et le posai à l'entrée de l'un des couloirs de droite. Je suivrai ce couloir en supposant qu'il était correct, reprenant les virages dont je me souvenais et notant tout. Si je ne trouvais pas une issue, j'épuiserais systématiquement toutes les possibilités, et si elles échouaient, j'entreprendrais d'explorer les avenues qui partaient de l'ouverture suivante de la même manière. Et j'en ferais de même avec la 3e, si c'était nécessaire. Tôt ou tard, je finirais bien par me retrouver sur la bonne voie,
mais je devais faire preuve de patience. En mettant les choses au pire, j'atteindrais peut-être la plaine juste à temps pour passer la nuit au sec. Les résultats furent assez décourageants, mais ils me permirent d'éliminer l'ouverture de droite en moins d'1 heure. Ce couloir semblait ne comporter qu'une succession de cul-de-sac, se terminant chacun à une grande distance du corps, et je m'aperçus très vite qu'il n'en avait pas été ainsi dans mes explorations du jour précédent. Comme auparavant, toutefois, je retrouvai facilement mon chemin vers la pièce centrale. À 1 heure de l'après-midi, je posai mon casque à l'entrée du 2e couloir et je me mis à explorer les avenues. Au début, je crus reconnaître les virages, mais je me retrouvai bientôt dans un ensemble de couloirs tout à fait inconnus. Je ne pouvais pas même m'approcher du corps, et cette fois-ci, j'étais même coupé de la pièce centrale, quoique j'eusse cru avoir noté tous les mouvements que j'avais faits. Il semblait y avoir des croisements et des intersections traîtres, et trop subtiles pour que je parvinsse à les noter sur mon plan. Je commençais à ressentir un mélange de colère et de découragement. La patience finirait bien sûr par l'emporter, mais je voyais que mes recherches devraient être minutieuses, infatigables et de longue haleine. À 2 heures de l'après-midi, j'étais encore en train d'errer dans d'étranges couloirs, tâtonnant toujours, regardant alternativement mon casque et le cadavre, et prenant des notes, avec de moins en moins de confiance et de moins en moins d'espoir. Je maudis la stupidité et la curiosité qui m'avaient attiré dans ce labyrinthe de murs invisibles, en pensant que, si je ne m'en étais pas occupé et que j'eusse fait demi-tour aussitôt après avoir pris le cristal du cadavre, j'aurais été maintenant en sécurité à Terra Nova. Soudain, il me vint à l'esprit que je pourrais peut-être, avec mon couteau, creuser un tunnel sous les murs invisibles et réduire ainsi mon itinéraire jusqu'à l'extérieur ou vers un couloir conduisant à l'extérieur. Je n'avais aucun moyen de connaître la profondeur des fondations du bâtiment, mais la boue omniprésente prouvait l'absence de tout autre sol que la terre. Fixant le cadavre, de plus en plus horrible, je me mis à creuser févéreusement avec la lame large et tranchante. Il y avait environ 15 centimètres de boue, à moitié liquide, sous laquelle le sol devenait brusquement plus solide. Ce sol semblait être d'une couleur différente, une argile grisâtre, qui ressemblait à celle qu'on trouve près du pôle nord de Vénus. Comme je continuais près de la barrière invisible, je vis que le sol devenait de plus en plus dur. Une boue liquide emplissait l'excavation dès que je retirais l'argile. Mais je continuais à travailler. Si j'arrivais à creuser un passage sous le mur, la boue ne m'empêcherait pas de sortir en rampant. Mais à 1 mètre de profondeur, la dureté du sol m'empêcha de creuser davantage. Sa consistance était plus dense que tout ce que j'avais rencontré jusque-là, même sur cette planète. Mon couteau grattait l'argile agglutinée, et les fragments qui en jaillissaient étaient comme des pierres solides ou des morceaux de métal. Finalement, même ce travail devint impossible, et je dus m'interrompre sans avoir pu atteindre le mur. Cet effort, qui avait duré 1 heure, avait été aussi vain que futile, car il m'avait demandé beaucoup d'énergie et forcé à prendre une autre tablette de nourriture et à mettre un autre cube de chlore dans le masque à oxygène. Il m'a également obligé à interrompre mes tâtonnements, car je suis encore trop épuisé pour marcher. Après avoir débarrassé de la boue mes bras et mes mains, je m'assieds pour écrire ces notes, appuyé contre le mur invisible et tournant le dos au corps. Celui-ci est maintenant devenu une masse grouillante de vermine, et l'odeur a commencé à attirer les acments fangeux de la jungle. Je remarque également que beaucoup d'herbes FG de la plaine lancent des tentacules nécrophages vers la chose, mais je ne crois pas qu'elles soient assez longues pour l'atteindre. Je souhaite
que des animaux vraiment carnivores, comme les scoras, apparaissent, car alors ils sentiront mon odeur et ils ramperont jusqu'à moi. Ces choses-là ont un sens développé de l'orientation. Je pourrais les voir venir et noter approximativement leur itinéraire. Cela me serait sûrement d'une grande utilité, puis mon revolver me débarrasserait d'eux. Quel rêve! Maintenant que j'ai écrit ces notes, je vais me reposer un peu, et je reprendrai mes tâtonnements, aussitôt que je serai revenu à la pièce principale, ce qui devrait être assez facile. J'essaierai une ouverture de gauche. Peut-être qu'après tout, je pourrai sortir avant la nuit. La nuit, 13-6. Nouvel ennui. Mon évasion sera extrêmement difficile, car il y a des choses que je n'avais pas soupçonnées. Encore une nuit dans la boue. Et demain, nouvelle bataille pour mes mains. J'interrompis mon repos et je fus debout à 4 heures du matin. Après environ 15 minutes, j'atteignis la pièce centrale et posai mon casque sur la dernière des 3 entrées possibles. M'engageant dans cette ouverture, il me sembla que ce chemin m'était plus familier. Mais je fus interrompu, moins de 5 minutes plus tard, par un spectacle qui me causa un choc profond. Un groupe de 4 ou 5 de ces détestables hommes lézards émergeait de la forêt. De l'autre côté de la plaine, à cette distance, je ne pouvais pas les observer distinctement, mais je les vis s'arrêter et se tourner vers les arbres en gesticulant, après quoi ils furent rejoints par une douzaine de congénères. Le groupe se mit en marche vers le bâtiment, invisible, et je les étudiai avec attention tandis qu'ils s'approchaient. Je ne les avais jamais vus d'aussi près. Leur ressemblance avec les reptiles était très sensible, mais je savais que c'était seulement une apparence, car ces êtres n'ont aucun point commun avec les reptiles terrestres. De plus près, seule la tête plate et la peau verte et visqueuse, comme celle d'une grenouille, pouvaient y faire penser. Ils marchaient sur leurs moignons épais, et leurs ventouses faisaient des bruits curieux dans la boue. C'étaient des spécimens tout à fait moyens, de 2,10 mètres de haut, avec de longs tentacules noueux sur la poitrine. Les mouvements de ces tentacules, si les théories de Fogg, Herrig et Jonath sont correctes, ce dont je doutais, mais que je suis beaucoup plus enclin à croire maintenant, indiquait que ces créatures tenaient une conversation animée. Je sortis mon pistolet à flamme et me tins prêt à soutenir un rude combat. Les chances étaient inégales, mais l'arme me donnait un avantage certain. Si ces êtres connaissaient le bâtiment, ils viendraient jusqu'à moi, et de cette façon m'indiqueraient le moyen d'en sortir, de la même façon que l'auraient fait les scoras carnivores. J'étais sûr qu'ils m'attaqueraient, car même s'ils ne pouvaient voir le cristal dans ma poche, ils pouvaient deviner sa présence grâce à leur sens spécial. Pourtant, chose surprenante, ils ne m'attaquèrent pas. Ils s'éparpillèrent et formèrent un vaste cercle autour de moi, à une distance qui indiquait qu'ils étaient tout près du mur invisible. Se tenant en cercle, les créatures me fixaient en silence, agitant leurs tentacules, secouant leur tête et faisant des gestes avec leurs membres supérieurs. Au bout d'un moment, j'en vis d'autres sortir de la forêt qui se joignirent à la foule. Ceux qui se trouvaient près du corps regardèrent brièvement, mais ne firent aucun geste pour le déranger. C'était un spectacle horrible, mais les hommes lézards avaient l'air d'y être indifférents. De temps en temps, l'un d'entre eux chassait les mouches Farnoth avec ses membres ou ses tentacules, écrasait un sificlith, un nakman ou une herbe FG. Regardant ces nouveaux venus inattendus et grotesques, et me demandant avec inquiétude pourquoi ils ne m'attaquaient pas tout de suite, je perdis un moment la volonté et l'énergie nécessaires pour continuer à rechercher la sortie. Je me laissai mollement aller contre le mur invisible du passage où je me tenais, laissant ma surprise se perdre peu à peu dans une série de spéculations insensées. Une foule de mystères
semblèrent tout à coup prendre une signification sinistre. Et je me mis à trembler, saisi d'une crainte que je n'avais jamais connue jusque-là. Je crus savoir pourquoi ces créatures répugnantes s'étaient rassemblées et attendaient autour de moi. Je crus également avoir enfin découvert le secret de la structure transparente. Le cristal attirant que j'avais capturé, le corps de l'homme qu'il avait saisi avant moi, toutes ces choses commencèrent à prendre une signification menaçante. Ce n'était pas une simple succession de hasards qui m'avait fait perdre mon chemin dans ce labyrinthe de couloirs invisibles et sans toit. Bien loin de là, sans aucun doute, cet endroit était un véritable dédale, un labyrinthe délibérément construit par ces créatures infernales dont j'avais si stupidement sous-estimé l'intelligence. N'aurais-je pas pu soupçonner cela auparavant, connaissant leur prodigieuse habileté architecturale? Leur but n'était pas trop clair, c'était un piège destiné à attraper les êtres humains, et le sphéroïde de cristal était l'appât. Ces choses reptiliennes, dans la guerre qu'elles menaient contre les voleurs de cristal, avaient eu recours à la stratégie et utilisé notre propre cupidité contre nous. Dwight, si toutefois c'était bien son corps qui pourrissait, avait été leur victime. Il avait dû être pris au piège. Le manque d'eau l'avait sans doute rendu fou, et peut-être s'était-il trouvé à court de cubes de chlore. Son masque n'était peut-être pas tombé accidentellement. Le suicide était beaucoup plus plausible. Plutôt que d'attendre une mort lente, il avait préféré en finir en ôtant délibérément son masque et en laissant l'atmosphère mortelle faire son œuvre tout de suite. L'horrible ironie de son sort résidait dans sa position. Il était à peine à quelques pas de l'issue salutaire qu'il n'avait pas réussi à trouver. Une minute de recherche de plus, et il aurait été sauvé. Et à présent, j'étais pris au piège avec cette horde de curieux spectateurs qui se moquaient de mon sort. Cette seule pensée me rendait fou, et tandis qu'elle s'abattait sur moi, je fus saisi d'un brusque accès de panique qui me fit courir aveuglément dans les couloirs invisibles. Pendant plusieurs instants, je me comportais comme un dément, trébuchant, me cognant, heurtant les murs invisibles, et je m'écroulai finalement dans la boue, pantelant, le corps ensanglanté, le cerveau en déroute. Ma chute m'apaisa un peu, si bien que, lorsque je me remis lentement sur mes pieds, je pus de nouveau faire fonctionner ma raison. Les spectateurs agitaient leurs tentacules d'une curieuse façon, qui suggérait le rire, et j'agitai mon poing furieusement dans leur direction. Mon geste sembla augmenter leur joie sauvage. Quelques-uns m'imitèrent maladroitement avec leurs membres supérieurs verdâtres. Honteux, je repris le contrôle de moi-même. J'essayai de rassembler mes facultés et de faire face à la situation. Après tout, je n'étais pas dans une si mauvaise posture. Contrairement à Dwight, je savais quelle était la situation, et un homme averti en vaut deux. J'avais la preuve que l'on pouvait atteindre la sortie, et je ne répéterai pas son acte de désespoir. Le corps ou le squelette, qu'il serait bientôt, était constamment devant moi, comme un guide vers l'ouverture recherchée, et une patience obstinée m'y amènerait certainement, si j'agissais avec assez d'intelligence. J'avais cependant le désavantage d'être entouré de ces maudits reptiliens. Maintenant, j'avais compris la nature du piège, dont le matériau invisible prouvait une science et une technologie bien plus avancées que celles de la Terre. Et je ne pouvais plus sous-estimer l'intelligence et les ressources de mes ennemis. Même avec mon pistolet à flamme, j'aurais du mal à m'en sortir. Je savais pourtant que mon audace et ma rapidité finiraient bien par l'emporter à la longue. Mais d'abord, je devais sortir, à moins d'attirer quelques-unes des créatures ou de les forcer à venir vers moi. Tandis que je préparais mon pistolet et faisais le compte de mon ample réserve de munitions, il me vint à l'idée d'essayer ses effets sur les murs. Aurais-je négligé un moyen possible d'évasion? Je n'avais aucune idée de la composition chimique de la barrière transparente, mais
on pouvait concevoir qu'une flamme la ferait peut-être fondre. Choisissant un endroit en face du corps, je déchargeai mon pistolet à bout portant et touchai avec mon couteau le point d'impact. Rien n'avait changé. J'avais vu la flamme s'étaler quand elle avait rencontré la surface, et je dus reconnaître que mes espoirs avaient été vains. Seule une longue et laborieuse quête de la sortie me sauverait de ce dédale. Ayant avalé une autre tablette et mis un autre cube dans l'électrolyseur de mon masque, je recommençai ma recherche. Tandis que je m'obstinais, je regardais de temps en temps le cercle silencieux des regards moqueurs, et je remarquai une relève dans les rangs de mes ennemis. De temps en temps, certains d'entre eux retournaient à la forêt, tandis que d'autres arrivaient et prenaient leur place. Plus je réfléchissais à leur tactique, et moins elle me plaisait, car elle me donnait une idée de leur mobile. Ces démons auraient pu s'approcher et m'attaquer à tout moment, mais apparemment ils préféraient observer les efforts que je faisais pour m'échapper. Je ne pouvais pas douter qu'ils jouissaient du spectacle, et cela me fit doublement redouter de tomber entre leurs mains. J'interrompis mes recherches à la nuit, et je m'assis pour me reposer. Je suis en train d'écrire à la lueur de ma lampe, et je vais bientôt essayer de m'endormir. J'espère en sortir demain, car mes réserves baissent, et les tablettes de la colle remplacent mal l'eau. Je n'oserais pas essayer l'humidité de la boue, car l'eau de ces régions n'est pas potable tant qu'elle n'est pas distillée. C'est pourquoi nous avons construit de longs tuyaux jusqu'aux régions d'argile jaune. Je n'ai plus tellement de cubes de chlore non plus, et je dois essayer de réduire ma consommation d'oxygène. Ma tentative de l'après-midi pour creuser un tunnel et ma panique ont brûlé une grande quantité d'air. Demain, je réduirai mes efforts physiques au strict minimum, jusqu'à ce que j'aie affaire aux reptiles. Je dois garder une réserve de cubes pour le voyage de retour à Terra Nova. Mes ennemis sont tout proches. Je peux voir le cercle de leurs faibles torches autour de moi. L'horreur qui émane de ces lueurs me tiendra éveillé. La nuit, 14-6. Un autre jour de recherche, et toujours pas d'issue. Je commence à m'inquiéter pour l'eau, car ma gourde est vide. Dans l'après-midi, il a plu à verse, et je suis retourné à la pièce centrale chercher le casque que j'avais laissé comme repère. Je l'ai utilisé comme un bol, recueillant près de 2 tasses d'eau. J'en ai bu la plus grande partie et mis le restant dans ma gourde. Les tablettes de la colle sont peu efficaces contre la soif, et j'espère qu'il pleuvra encore cette nuit. Je laisse mon casque retourner pour qu'il recueille un maximum d'eau. Mes tablettes de nourriture sont peu nombreuses, mais ce n'est pas encore inquiétant. Je diminuerai ma ration de moitié à partir de maintenant. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les cubes de chlore. La marche de la journée m'en a fait consommer un grand nombre. Je me sens faible, car j'utilise moins d'oxygène. Quelque chose d'infernal règne sur ce labyrinthe. J'aurais pu jurer que j'avais éliminé certains virages avec ma carte, et pourtant, chaque nouvelle tentative anéantit mes certitudes. Jamais encore je n'avais ainsi constaté à quel point on peut être perdu sans repère visuel. Un aveugle se débrouillerait mieux, mais pour la plupart d'entre nous, la vue est le sens le plus important. Je suis profondément découragé. Je peux comprendre ce que le pauvre Dwight a dû ressentir. Son cadavre n'est plus qu'un squelette, et les Syphilis, les Ackmans et les mouches Farnoth ont disparu. Les herbes Effedge dévorent les vêtements de cuir. Et pendant tout ce temps, ces spectateurs à tentacules sont là et se moquent de moi, à rire et à se réjouir de mon malheur. Encore une journée et je deviendrai fou, si je ne meurs pas d'épuisement. Mais il n'y a rien d'autre à faire que de persévérer. Dwight serait sorti s'il avait continué 1 minute de plus. Il est également possible que quelqu'un vienne me chercher, bien que ce ne soit que le 3e jour de mon expédition. Mes muscles me font terriblement mal, et je n'arrive pas à récupérer en m'allongeant dans cette détestable boue.
La nuit dernière, malgré ma terrible fatigue, je n'ai dormi que par intermittence. Et j'ai peur que cette nuit, cela ne se reproduise. Je vis dans un cauchemar sans fin, à mi-chemin entre le sommeil et la veille. Ma main tremble et je n'arrive plus à écrire. Tard dans l'après-midi, 15-6. Progrès substantiel, ça s'améliore, très faible, et peu dormi jusqu'au jour. Puis j'ai dormi jusqu'à midi, mais sans me reposer vraiment. Pas de pluie, la soif m'affaiblit. Et manger une autre tablette pour me donner des forces, mais sans eau, ça ne m'est pas d'un grand secours. J'ai essayé un peu de l'eau de la boue, mais ça m'a donné une violente nausée, et j'ai encore plus soif qu'avant. Dois économiser les cubes de chlore, et j'étouffe presque par manque d'oxygène. Je ne peux pas marcher la plupart du temps, mais j'arrive à ramper dans la boue. Vers 2 heures de l'après-midi, j'ai cru reconnaître quelques couloirs, et je me suis approché plus près du squelette. Je me suis égaré une fois dans un cul-de-sac, mais j'ai retrouvé la piste principale grâce à ma carte et à mes notes. Ma tête est faible à cause de la soif, de la suffocation et de l'épuisement, et je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai écrit. Les maudites choses vertes continuent à m'observer et à rire avec leurs tentacules. Elles gesticulent d'une manière qui me laisse croire qu'elles sont en train de se livrer à une plaisanterie qui m'échappe. C'est à 3 heures que j'ai vraiment mis dans le mille. Il y avait une porte que, selon mes notes, je n'avais pas encore passée, et quand je l'essayai, je découvris que je pouvais ramper vers le squelette. La route formait une sorte de spirale qui ressemblait beaucoup à celle qui m'avait amené jusqu'à la pièce centrale. Chaque fois que j'arrivais à un passage latéral ou à une jonction, je gardais l'itinéraire qui semblait se rapprocher le plus de mon premier voyage. Tandis que je continuais mes cercles et que je m'approchais de mon repère, les guetteurs à l'extérieur intensifièrent leurs gesticulations incompréhensibles et leurs rires sardoniques et silencieux. De toute évidence, ils voyaient quelque chose d'amusant dans ma progression, comprenant sans doute à quel point je serais sans défense quand je les affronterais. Je les laissais à leur joie, car, tout en réalisant mon extrême faiblesse, je comptais sur mon pistolet à flamme et sur ses nombreuses munitions pour me sortir des griffes de ces détestables reptiliens. J'avais repris espoir, mais je n'essayais pas de me lever. Il valait mieux maintenant continuer à ramper et garder mes forces pour affronter les hommes lézards. J'avançais très lentement, car le danger de m'égarer dans un cul-de-sac était considérable. Mais néanmoins, je m'approchais régulièrement de ce tas d'os qui était mon but. Cette perspective me regaillardit, et pour le moment, je cessai de sentir ma douleur et ma soif. Les créatures étaient toutes massées près de l'entrée. Elles s'agitaient. Bientôt, pensais-je, j'aurais à faire face à la horde tout entière, et également au renfort qui viendrait de la forêt. Je ne suis qu'à quelques mètres du squelette, et je m'arrête pour reprendre ces notes avant de sortir et d'affronter cette bande bruyante. Je suis sûr qu'avec mes dernières forces, je pourrai les mettre en fuite. Puis je camperai au sec sur la mousse du plateau, et au matin, je me mettrai en route dans la jungle pour Terra Nova. Je serai satisfait de revoir les hommes. Les dents de ce crâne ont un rictus horrible. Vers la nuit, 15-6. Horreur et désespoir. Trompé de nouveau. Après avoir pris ces notes, je me rapprochai du squelette, mais je rencontrai brusquement un mur. Je m'étais trompé une fois de plus. Et je me retrouvai où j'avais été 3 jours auparavant, lors de ma première tentative pour sortir du labyrinthe. Je restai anéanti dans la boue, tandis que les choses verdâtres à l'extérieur riaient et gesticulaient. Au bout d'un moment, je repris conscience. Avec mes dernières forces, je mis un autre cube dans l'électrolyseur, délibérément, sans tenir compte des besoins de mon voyage de retour. L'oxygène frais me revigora un peu. Il semblait que j'étais moins près du pauvre Dwight que la première fois, et je me demandais si
je ne me trouvais pas dans un autre couloir un peu plus éloigné. Avec ce faible espoir, je me traînais laborieusement, mais au bout de quelques mètres, je me heurtai à une impasse. Ainsi donc, c'était la fin. 3 jours ne m'avaient mené nulle part, et je n'avais plus de force. Je deviendrais bientôt fou de soif. Et je n'avais plus assez de cubes pour me permettre de rentrer. Pourquoi ces êtres de cauchemar seraient-ils agglutinés autour de l'entrée? Pour se moquer de moi. Probablement cela faisait-il partie de la plaisanterie. Me faire croire que j'approchais d'une issue alors qu'ils savaient pertinemment que tel n'était pas le cas. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre, mais je suis résolu à ne pas hâter les choses. Le crâne de Dwight est tourné vers moi, poussé par l'une de ces algues qui sont en train de dévorer sa combinaison de cuir. Le regard de cauchemar de ses orbites vides est fixe comme celui de ces horribles lézards. Cela donne un sens hideux au rictus mort qui découvre ses dents blanches. Je vais rester immobile dans la boue et conserver autant d'énergie que je le peux. Ce journal qui, je l'espère, tombera entre les mains de ceux qui viendront me chercher, va bientôt être terminé. Quand j'aurai achevé d'écrire, je me reposerai pendant un long moment. Puis, lorsque l'obscurité empêchera ces êtres épouvantables de me voir, je réunirai mes dernières forces pour essayer de lancer le rouleau de parchemin métallique par-dessus le mur dans la plaine. Je ferai attention de l'envoyer à gauche pour qu'il ne tombe pas au milieu de la bande de créatures gesticulantes. Peut-être qu'il sera perdu à jamais dans la boue, mais peut-être qu'il atterrira dans les algues et finira par tomber entre les mains des hommes. S'il peut être lu, j'espère qu'il avertira les hommes de ce piège. J'espère qu'il apprendra à notre race à laisser ces cristaux brillants là où ils se trouvent. Ils appartiennent à Vénus. Notre planète n'en a pas vraiment besoin, et je crois que nous avons violé une loi obscure et mystérieuse. Une loi venue des profonds arcanes du cosmos. Qui peut dire quelle force obscure, puissante, anime ces créatures reptiliennes qui gardent si férocement leur trésor? Dwight et moi-même avons payé, comme d'autres ont payé et paieront. Mais il se peut que ces morts isolées ne soient que le prélude à de plus grandes horreurs. Laissons à Vénus ce qui appartient seulement à Vénus. Je suis maintenant très près de la mort, et j'ai peur de ne pas avoir la force de lancer le parchemin à la nuit tombée. Si je n'y arrivais pas, je suppose que les hommes lézards s'en empareront, car ils se rendent probablement compte de ce que c'est. Mais ils ne sauront pas que mon message plaide en leur faveur. Maintenant que la fin approche, je me sens plus indulgent envers les choses. À l'échelle cosmique, qui peut dire quelle espèce est plus grande ou approche le plus d'une norme organique spatiale? La leur ou la mienne? Je viens de sortir le grand cristal de ma poche pour le contempler pendant mes derniers instants. Il brille farouchement et d'une manière menaçante dans les rayons rouges du jour qui se meurt. La horde gesticulante l'a remarqué. Leurs gestes ont changé d'une manière incompréhensible. Je me demande pourquoi ils restent agglutinés près de l'entrée au lieu de se concentrer à un point plus proche à l'intérieur du mur transparent. Il fait nuit, très faible. Ils continuent à rire et à sauter près de l'entrée et ont allumé leur torche infernale. Parle-t-il. J'ai rêvé que j'entendais un son, loin dans le ciel. Rapport de Wesley Myler, commandant du groupe A, compagnie du cristal de Vénus, Terra Nova, sur Vénus, 16-6. Notre agent A49, Caton G. Stanfield, 5317 Marshall Street, Richmond, en Virginie, a quitté Terra Nova tôt le matin du 12-6 pour un court voyage vers un point indiqué par le détecteur. Retour prévu le 13 ou le 14. Non rentré au soir du 15. Avion de reconnaissance FR-58 avec 5 hommes sous mes ordres a pris l'air à 8 heures du soir.
pour suivre la route avec le détecteur. L'aiguille n'indiquait aucun changement par rapport au lecteur précédent. Avons suivi aiguille jusqu'aux hautes terres érythréennes, avons actionné le puissant phare de recherche pendant tout le trajet. Des fusils à flammes de triple portée et des cylindres de radiation D pouvaient disperser une attaque des indigènes ou un troupeau de scoras carnivores. Quand nous fûmes au-dessus de la plaine d'Aerix, nous vîmes un rassemblement de lumières que nous sûmes être des torches indigènes. Comme nous approchions, ils s'éparpillèrent dans la forêt. Il devait y en avoir une centaine. Le détecteur indiqua un cristal à l'endroit où ils s'étaient groupés. En nous approchant de ce point, nos phares localisèrent des objets sur le sol. Un squelette au milieu des algues à Fedge, un corps à 3 mètres de là. En faisant descendre l'avion, près du corps, un bout de l'aile s'écrasa sur un obstacle invisible. En nous approchant des corps à pied, nous fûmes arrêtés par une barrière invisible qui nous surprit énormément. Avançant à tâtons, nous trouvâmes près du corps une ouverture, au-delà de laquelle il y avait un espace avec une autre ouverture qui menait près du squelette. Ce dernier, quoique dépouillé de ses vêtements par les algues, avait à côté de lui l'un des casques de la compagnie. C'était l'agent B9, Frederick N. Dwight, de la division Cowning, qui avait quitté Terra Nova depuis 2 mois pour une longue mission. Entre le squelette et le corps, il semblait y avoir un autre mur, mais nous identifiâmes aisément le second homme comme étant Stanfield. Il tenait un parchemin dans sa main gauche et un crayon dans sa main droite, et devait être en train d'écrire quand la mort le surprit. Aucun cristal n'était visible, mais le détecteur indiquait un grand spécimen près du corps. Nous parvîmes avec difficulté près du cadavre. Il était encore chaud, et un grand cristal recouvert par la boue gisait à côté de lui. Nous étudiâmes immédiatement le journal qu'il tenait dans sa main gauche, et nous nous préparâmes à prendre des dispositions d'après ses indications. Le contenu de ce parchemin forme le long récit qui précède ce rapport, un récit dont nous avons vérifié les éléments et que nous ajoutons comme appendice à ce qui a été découvert. La dernière partie de ce récit indique l'approche de la folie, mais il n'y a aucune raison de mettre en cause la véracité du tout. Stanfield est manifestement mort à la fois de soif, de suffocation, de tension cardiaque et de dépression psychologique. Son masque était en place et fournissait librement de l'oxygène malgré une réserve de cubes dangereusement basse. Notre avion ayant été endommagé, nous envoyâmes un câble radio et appelâmes Anderson avec l'avion de secours FG-7, une équipe de sauveteurs et des explosifs. Au matin, FR-58 était réparé et repartit avec Anderson, avec à son bord les 2 corps et le cristal. Nous enterrerons Dwight et Stanfield dans le cimetière de la compagnie et enverrons le cristal à Chicago par le prochain vol à destination de la Terre. Plus tard, nous adopterons la suggestion de Stanfield, celle qui formule dans la première partie de son rapport. Nous enverrons suffisamment de troupes pour exterminer complètement les indigènes. Le terrain étant ainsi dégagé, il n'y a pratiquement pas de limite à la quantité de cristaux que nous pourrons obtenir. Dans l'après-midi, nous étudiâmes le bâtiment ou le piège invisible avec beaucoup d'attention, l'explorant à l'aide de longues cordes, et préparâmes une carte détaillée pour nos archives. Nous fûmes très impressionnés par sa conception et prélevâmes des échantillons de sa substance pour l'analyse chimique. Toutes ces connaissances nous seront utiles quand nous prendrons les différentes villes des indigènes. Notre perceuse à tête de diamant type C a réussi à pénétrer le matériau invisible, et les équipes sont en train de disposer de la dynamite pour tout faire sauter. Il ne restera rien quand nous aurons terminé. L'édifice est une menace à tout trafic aérien. En examinant les plans du labyrinthe, on ne peut s'empêcher d'être impressionné non seulement par l'ironie du sort de Dwight, mais par celui de Stanfield également. En essayant d'atteindre le corps à partir du squelette, nous ne pûmes trouver aucun accès sur la droite, mais Markham trouva un passage à 4,50 mètres de Dwight et à 1,50 mètre de Stanfield. Au-delà de ce passage,
il y avait un long couloir que nous n'explorâmes que plus tard. Mais à droite de ce couloir, il y avait un autre passage conduisant directement au corps. Stanfield aurait pu atteindre la sortie en parcourant encore 6 ou 7 mètres, s'il avait trouvé l'ouverture qui était juste derrière lui. L'ouverture qu'il avait négligée dans son épuisement et son désespoir.